Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous organisé par ESA Alumni. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un échange consacré à l'entrepreneuriat, au développement d'une start-up et aux différentes étapes qui permettent de transformer une idée en une véritable entreprise. Nous avons le plaisir de recevoir Mohamed El Hadi Mezi, entrepreneur et fondateur de Volt. Fondateur, est aussi un alumni ESA. Cette n'a pas pu être parmi nous. Mohamed El Hadi Mezi partagera avec nous son parcours, la naissance de Volt, les défis rencontrés et les choix stratégiques effectués, ainsi que les enseignements tirés de cette aventure entrepreneuriale. Nous aborderons différentes thématiques, la construction du projet, la stratégie de communication, le développement des équipes et bien sûr la question de recherche de financement, dont la question de levée de fonds. Le webinaire se veut avant tout concret, interactif et utile. N'hésitez donc pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la rencontre. Nous réserverons bien entendu un temps d'échange plus loin de 20 minutes de questions-réponses. Merci Abdel Hadi d'avoir accepté notre invitation. Donc sans plus attendre, nous t'écoutons. Merci beaucoup Najla, merci Salah pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et merci de m'avoir donné la parole pour parler un petit peu de mon parcours et aussi de vos, comment on a commencé et les défis. En fait, donc c'est Abdel Hadi, j'ai 28 ans, je suis diplômé pas de l'ESA, mais de l'ENST. Je ne sais pas si vous connaissez l'ENST, c'est l'École nationale supérieure du tourisme à l'Orassi. C'est une école d'élite aussi comme l'ESA. Donc, j'ai fait un parcours de management hôtelier touristique. C'est à peu près ce que vous faites à l'ESA, mais spécialisé dans le tourisme. Donc, on a eu toutes les modules que vous êtes en train d'enseigner à l'ESA, marketing, comptabilité, recherche opérationnelle, maths. Vraiment, on a passé par tous les modules, mais ils ont essayé de donner une touche dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Juste après, en fait, lorsque j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de stages, pratiquement chaque vacances, que ce soit les vacances d'été, d'hiver ou même les vacances de novembre, etc. Je faisais beaucoup de stages dans des établissements multinationaux, à savoir Sheraton Annaba, Renaissance Tlemcen, Sheraton Club des Pins. Donc, j'ai fait beaucoup de stages dans plusieurs entreprises dans notre domaine. Et puis, en 2019, j'ai eu ma licence. J'ai décroché mon premier job. Enfin, j'ai fait la pré-ouverture de l'hôtel Hyatt Regency Alger, celui de l'aéroport. Et juste après, en fait, il y avait une petite anecdote. En étant en poste à Hyatt Regency, j'ai rencontré quelqu'un qui était un client, mais tellement j'ai bien sympathisé avec lui. Et il a vu mon travail, etc. Il m'a proposé un job à l'étranger. C'était le vice-président des opérations pour la chaîne Marriott. C'est-à-dire il chapeaute toute la région Middle East africain et il était un client chez nous. Et puis il m'a proposé un job au Pays de Golfe. Enfin, j'étais plus exactement à Mascat, dans un hôtel qui s'appelle W. Il fait partie de la chaîne Marriott. Bon, j'ai passé 2 ans là-bas et puis je suis rentré en Algérie en 2021 pour une autre opportunité et c'était mon dernier poste en tant qu'employé. J'étais le responsable marketing communication des 4 hôtels Marriott de Bab Zouar. C'était Marriott, Residence Inn, Courtyard et Marriott Executive Apartment. Donc, je chapeautais tout le département marketing et communication. Et juste après, je voulais toujours, enfin, dès le début, je voulais toujours lancer quelque chose je voulais toujours entreprendre, mais je ne savais pas exactement par quoi commencer. Mais je savais que je vais faire quelque chose dans mon domaine qui est le domaine du tourisme.
Et de là, donc, j'ai réfléchi comment commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Notre MVP, il est très, très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une agence de marketing digital spécialisée dans le tourisme. Donc, on travaille avec les hôtels, les agences de voyage. On les accompagne pour tout ce qui est stratégie marketing et de l'implémentation de cette stratégie-là. Et c'était un super, super bon challenge. Et donc, ça nous a permis d'être très, très près de ces entreprises-là, d'essayer de comprendre bien le marché et on a essayé d'identifier quelles sont les problématiques que le marché d'Oka en ce moment est en train de vivre. Et de là, donc, on a pensé à lancer un produit, enfin, une start-up qui va répondre à une des problématiques qu'on a déjà repérées. Avec l'expérience à l'agence, ça nous a aidé beaucoup à bien étudier le marché. Et de deux, ça nous a permis de faire un peu de fonds parce que c'était vraiment sans aucun investissement, c'était juste nous avec nos laptops. Et donc voilà, donc ça a commencé petit à petit jusqu'à ce que donc on a décidé de lancer Volt. Donc comment l'idée a été venue? Donc en 2022, on constate qu'avant Voz, il n'y avait aucune solution d'acheter un billet d'avion, pour acheter un billet d'avion en ligne en payant par notre monnaie locale, ou par les méthodes de paiement algériennes, que ce soit CIB Dahabia ou bien même cash. Et c'était un peu bizarre pour nous. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi il n'y avait aucune agence de voyage ou bien une autre entreprise avant nous qui ont lancé ça. Et on a trouvé que c'est un domaine très, très compliqué. Ça demande beaucoup de travail ou beaucoup d'intégration technologique, c'est-à-dire beaucoup de complexité tech. Et en même temps, ça demande un fonds qui est super important. Parce que pour avoir accès au stock des compagnies aériennes, il te faut beaucoup de déposits, etc., beaucoup de certificats. Et AD, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de fonds. Et à l'époque, on ne pouvait pas financer ça, donc on était un peu intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a essayé de faire des partenariats avec des agences de voyage qu'on a déjà travaillé en tant qu'agence marketing. Oui, on va utiliser le stock تاعهم et entre-temps, nous, on va développer tout ce qui est tech et marketing. Donc, pour ce qui est intégration marketing, c'était très, très difficile. On a passé par plusieurs certifications, plusieurs périodes de tests, etc., avant d'être live. Et puis, en mars 2023, on lance finalement le produit. En fait, c'était très simple au début, juste une plateforme qui te donne la possibilité de comparer les prix entre les compagnies aériennes et d'acheter directement via la solution, via la plateforme, en payant par la devise locale, c'est-à-dire soit en carte, en e-payment en carte CIB Dahabia, ou bien cash à la livraison. Et d'ailleurs, pour la partie cash, c'était vraiment notre innovation, c'était vraiment la première entreprise au niveau mondial qui propose ça. Et d'ailleurs, je me rappelle très très bien les premiers temps où on a pitché cette idée, tout le monde pense qu'on est fou, comment on peut livrer un billet d'avion qui est un billet électronique et encaisser l'argent en cash. Mais au début, quand on a commencé, c'était 99% de notre chiffre d'affaires en cash et 1% juste en carte CIB Dahabia. Et d'ailleurs, avec le وقت, le seuil de paiement à la carte était de 50 000 dinars. C'est rien pour un billet d'avion. Et donc, mais nous, on était un peu intelligents. On a essayé de détourner la chose et essayer d'adapter un modèle qui vient de l'étranger. C'est très simple. Ça existe depuis les années 90. On peut acheter des billets d'avion chez Expedia depuis 1999. Donc, mais à l'adapter au marché algérien, au marché local, c'était ça le défi, le grand défi. Et donc, on a eu des difficultés au début. Bien sûr, c'est clair comment on peut convaincre les clients à nous faire confiance. Surtout que, vous savez très bien, dans le marketing, ce qu'on vend, c'est ce qu'on appelle c'est des achats réfléchis parce que les montants sont élevés. Généralement, le billet d'avion, il dépasse les 100 000, 200 000 dinars.
Et pour une famille de 5, de 7, c'est vraiment un très grand montant par rapport au marché algérien. Donc, envoyer un livreur avec un bout de papier et demander qu'il paye ce montant-là, c'était vraiment, vraiment un challenge. Comment on va convaincre les gens à nous faire confiance. Mais on a déployé pas mal de ce qu'on appelle des growth hacks pour essayer de convaincre le client, essayer d'instaurer avec la relation de confiance. Donc, fast forward, la première année, on a cartonné la première année, on a fait à peu près 100 millions de dinars de chiffre d'affaires. Déjà pour une première année, juste pour deux ou trois jeunes, l'équipe, c'était déjà quelque chose de bien. L'année prochaine, donc, on a continué la croissance d'un an. On a fait à peu près 300 millions de chiffre d'affaires la prochaine, de dinars, hein, pas de centimes, sur le dinar. La troisième année, c'était 300 millions. Et on a pu décrocher notre premier financement via l'ASF. في la fin تاعها. Et تماك on a commencé vraiment à déployer le budget هذاك en ads, en publicité, etc. L'année, donc on a fait 100 millions, 300 millions, 3 milliards. 2025, c'était 3 milliards. Cette année, on va dépasser les 15 milliards. C'est à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'année passée, on a fait à peu près 35 millions. Donc voilà, on continue à travailler, on continue à être un peu agressif côté publicité parce que nous sommes une marque B2C. Donc on était très très agressif côté ads et marketing. Et alhamdoulilah, donc on a une équipe, moi je peux vous le dire que je pense l'un des meilleurs ou bien la meilleure équipe marketing qu'on peut trouver sur le marché algérien. Donc on a déployé pas mal de ressources, on a essayé, on a beaucoup innové en ce qui concerne la communication et le marketing. Voilà, donc en 2025, fin 2025, on a fait notre levée de fonds historique, je veux dire. On a levé 5 millions de dollars auprès des investisseurs algériens, ce qui est une première en Algérie. Et alhamdoulilah, donc on a réussi à le faire. Et bizarrement, c'était quelque chose de très très facile pour nous. En un mois, donc on a montré l'intérêt. En un mois, on a reçu 3 offres de 3 investisseurs différents et puis on a choisi la meilleure offre. Parce que nos chiffres c'était solide, donc on savait très bien où on va aller, etc. Voilà, donc en 2026, on a commencé à déployer la levée, donc on a amélioré on a beaucoup investi en termes de tech. On a lancé 2 nouveaux produits parce que quand on a commencé à Vols, c'était 100% B2C flight. Et ça, c'est déjà l'un des points forts de Vols, c'est qu'on était très très concentré. On voulait pas. On avait beaucoup d'offres, mais on ne voulait pas diversifier le main product channel et le flight en B2C. Mais en 2026, on a commencé à vraiment explorer d'autres segments. Donc, on a lancé 2 nouveaux produits. Un qui s'appelle Voz Connect, c'est pour les agences de voyage. Mais maintenant, on sera les fournisseurs des agences de voyage. Et le deuxième s'appelle Voz Corporate, c'est pour les entreprises. Alhamdoulilah, donc ça commence à vraiment générer beaucoup de chiffres. On a signé pas mal d'entreprises, de très très grandes entreprises. Et pour l'expansion verticale, enfin horizontale, pour l'expansion verticale, donc on a lancé de nouveaux business lines. Au début, c'était 100% flight, donc on a lancé les hôtels. On a les hôtels. Et aussi, dans 3 jours, on va lancer les appartements. On a plus de 650 appartements à travers le monde. On a 150 sur Alger, on a à Paris, à Londres, à Lisbonne, Constantine. Donc, on a plusieurs appartements. Et aussi, on va lancer certainement de nouveaux produits par la suite. Donc voilà, donc Hadawa à peu près le parcours.
ويلحقنا دوكا. Et puis maintenant, si vous avez des questions, on peut échanger. هكا باش ما يوليش كور. Merci beaucoup pour tous ces détails. Alors, on va commencer du coup avec les questions qui ont été posées à travers notre questionnaire. Alors, avez-vous une stratégie claire pour accompagner la croissance? Donc, curiosité, la semaine dernière, nous avions reçu effectivement ML Chouir, on avait un gros pavé autour de l'IA et des questions stratégiques. Elle nous avait dit qu'effectivement, les plans aujourd'hui d'entrepreneurs ne pouvaient pas aller effectivement sur un peu plus de 3 ans, car c'était peu réalisable. Aujourd'hui, concrètement, votre stratégie va jusqu'où? Ouais. En ce qui concerne la communication, comme j'ai déjà mentionné, alhamdoulilah, donc je suis très très chanceux, là, on est très très chanceux d'avoir une équipe qui est vraiment cartonne. On a l'une des meilleures équipes de marketing sur le marché algérien. Donc, on a une stratégie très très claire, nette et précise. Donc, on sait très bien on sait très bien ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on a commencé, c'était une présence 100% digitale, mais on a essayé de vraiment de conquérir le. Ok, donc on a une très très bonne équipe et nous avons une stratégie très très claire. Donc on sait très bien ce qu'on est en train de faire. Quand on a commencé, on a décidé que la communication soit concentrée 100% digital, c'est-à-dire 100% ads organiques, etc. Donc c'est très simple. Là, on voulait concentrer tout ce qu'on a comme budget sur un seul canal et vraiment conquérir avec le canal. Et ce qui nous a aidé beaucoup plus, c'est notre expérience. Comme j'ai déjà mentionné au début, moi-même, je suis un marketeur de formation et même de profession par la suite. Et même mon cofondateur Hassan, il a fait beaucoup de marketing pour la carrière TAO chez Samsung, chez Brandt, etc. Donc c'est pour ça qu'on était beaucoup plus orienté communication et c'est pour ça qu'on a pris la décision de se concentrer sur le canal digital. Maintenant, actuellement, on fait de la phase ADA. On a commencé à aller au-delà du digital. Donc on a commencé à parler par la télé. Donc on a fait de la Coupe du Monde, on a acheté pas mal de spots dans plusieurs chaînes, notamment le Haddaf, etc. Parce que c'est la saison de la Coupe du Monde. Donc, on a plein de campagnes prévues en septembre, etc. De campagnes de OH, et d'affichage grand public, etc. On a sponsorisé pas mal d'événements, pas mal d'artistes, pas mal de sportifs, etc. Et on faisait beaucoup plus des campagnes de marketing d'influence parce que c'était vraiment la tendance à cette époque-là. Donc voilà, donc on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On a une stratégie très très claire. Le positionnement il est clair. Et bien sûr, on a bien segmenté notre audience. Donc, et d'ailleurs, si vous remarquez, par exemple, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., on parle beaucoup plus en Darja, etc., qu'en français. Donc, on sait très bien, on a bien compris notre cible et on sait très bien comment transmettre le message le client final. Parce que c'est ça ce que. That's what matters au final. C'est-à-dire, c'est comment transmettre avec le message et essayer de vraiment d'être proche au client. Donc voilà. Pour la partie communication. Alors, nous avons Sarah Amri qui a beaucoup de questions. Sarah, comme on n'est pas très nombreux, tu peux allumer ton micro et poser directement ta question. Alors, Abdelhad, je vais te parler concrètement parce que c'est des choses que moi aussi je suis en train de. Enfin, j'ai créé une plateforme et je suis en train de vivre tout ça. Je voulais te poser une question déjà concrète. Bon, donc l'équipe, je suis complètement d'accord, je suis marketeuse, donc l'essentiel c'est vraiment de comprendre le consommateur et comment lui faire arriver le message. Pour l'ASF, comment ça s'est passé? Est-ce que pour la partie tech, est-ce que comment vous travaillez? C'est qui a développé l'appli? Est-ce que c'est quelqu'un, un membre de l'équipe ou c'est un third party? Comment vous avez géré ça avec l'ASF?
Non, ça n'a rien à voir avec la ASF déjà. Déjà, tu ne peux pas lancer une entreprise tech sans avoir une équipe tech en interne et en même temps soit des fondateurs ou bien des actionnaires. Tu ne peux pas faire ça. C'est comme, euh, c'est comme tu peux lancer. Est-ce que tu peux lancer, par exemple, un produit industriel sans avoir une usine? Tu ne peux pas. Donc, Parce qu'il y a toi, tu es marketeur, Hassan c'est un marketeur. Est-ce que vous avez oui, oui. Oui, écoute, donc on a deux personnes dans notre équipe table, c'est des actionnaires maintenant et c'est des développeurs. Donc, on a préféré de lui donner des actions maintenant. Donc c'est Amin et Redouane. Et on a pris deux, pas pour plein de raisons. Et non seulement ils sont actionnaires, mais ils chapeautent toute l'équipe dev, parce que l'équipe dev elle est un peu grande, relativement, donc on est une vingtaine de développeurs. Mais on a préféré que les leads تاعنا, notre CTO, notre Chief Technology Officer et le lead dev يكونوا معنا في le cap table, c'est des actionnaires de l'entreprise. Super. Dès le départ. Dès le départ, ouais. Dès le départ. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que tu ne peux pas être dépendant. Si tu es une entreprise, si tu es une entreprise tech, tu ne peux pas être dépendant d'un fournisseur ou d'un third party. C'est vraiment impossible. Je rejoins Mohamed sur ce point. Pour la partie technique, par exemple, on ne peut pas, par exemple, même être dépendant seulement de salariés. Donc, salariés, parce qu'il y a un risque, généralement, surtout pour la partie technique IT, les profils ne restent pas. Donc, ils cherchent toujours une amélioration. Donc, en tant qu'actionnaire, c'est une sorte d'implication et d'engagement aussi dans la société. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est logique. Et d'ailleurs, même aux États-Unis, il y a un autre modèle beaucoup plus poussé, c'est ce qu'on appelle les stock options, avec des vesting schedules, etc. Ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire tous les employés de l'entreprise ont des actions dans la boîte, enfin, des options d'action. C'est ce qu'on appelle des stock options. Et pour répondre à la troisième question à l'équipe. Et justement, là où je viens de venir, est-ce que nous pouvons avoir, pas forcément. Alors, du coup, de par cette question, on a bien compris qu'il y avait des équipes qu'on allait avoir en actionnariat et des équipes qu'on va avoir en employé. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus claire de l'organigramme? L'organigramme, enfin, on commence par la question, c'est avec seulement 3 recrutements, donc 3 personnes. Donc, je dirais, c'est très connu dans le monde des startups. Donc, il faut avoir toujours un hustler, un hacker, un hipster. Un hustler, c'est quelqu'un qui va travailler dans le terrain, c'est les opérations. Généralement, c'est early stage, c'est le CEO. Vraiment, c'est qui va gérer toutes les opérations de l'entreprise. Un hacker, c'est la partie tech, c'est le CTO, c'est lui qui va construire le produit qu'on va vendre. Et hipster, c'est lui qui va vendre. Donc, c'est 3. Un hustler, c'est lui qui va gérer les opérations. Un hacker qui va construire le produit, c'est généralement l'équipe tech. Et un hipster, c'est lui qui va vendre de la solution. Et sans les 3, tu peux pas vraiment monter une entreprise. Et ils connaissent généralement l'actionnariat de l'entreprise. Par contre, il y a les recrutements. Bien sûr, quand on a commencé, on était 3. Maintenant, on est 160 employés. Donc, sur plusieurs départements, on est beaucoup plus structuré maintenant. Donc, on a le département des opérations c'est le département le plus grand. C'est tout ce qui est call center, émission d'appel, etc. Et puis, enfin, ticketing, technique, etc. On a la partie tech, c'est tout un département tech. On fait tout ce qui est back-end, front-end, mobile, data, UX, UI, QA testers, project managers, etc. L'équipe tech. بعد كاين l'équipe finance. L'équipe finance est divisée sur 2.
عندنا FP&A c'est Finance Planning and Analysis c'est هادو يفون تسكي budgeting وسمهم يديروا تسكي cash flow la finance en général وعندنا la partie comptabilité audit c'est la comptabilité c'est la trésorerie même l'audit ومن بعد عندنا واش عندنا ثاني عندنا la partie marketing la partie marketing il y a tout ce qui est brand social media partenariat etc mais la partie par exemple la partie ads donc on a préféré de tout ce qui est marketing de performance on a enlevé les plus rattachés au marketing il est dans un autre département le département de growth and revenue il est divisé en trois on a 3 business units الاولى سي فوز 1 اللي هو سي فوز اللي تعرفوه سي فوز grand public c'est-à-dire consumer travel هنا تحته كاين بلوزيور كاين عندنا ليكيب اتس داخله لها في هاد ليكيب باسكو الترافاي سي ال كي جينير دي ليد اللي من بعد ليكيب سيلز كي فون كونفيرمي هذوك لي ليد ومن بعد عندنا لا بارتي عندهم ثاني ريفينيو مانجمنت عندهم ريتيل سيلز اكسيتيرا هادو كما في ليكيب فوز 1 فوز كونيكت عندهم 3 بروفيل 3 بوست عندك لي سيلز qui vont signer les contrats avec des agences de voyage. On a la partie account management, c'est-à-dire qui vont gérer les comptes à demain, ou la partie revenue management qui vont faire les forecast, pricing, etc. On a la partie corporate, nous gars داخلين في growth and revenue. La partie corporate, يعني كيف عندك un sales qui va signer des contrats, account manager qui va gérer les comptes ou essayer de les activer. Et les revenue managers تاعهم il fait tout ce qui est forecasting, pricing, etc. بعد عندنا la partie département product il fait tout ce qui est product management roadmap, features, etc. عندنا l'équipe par exemple l'équipe data on a séparé l'équipe data de technologie علاش parce que l'équipe data لازم تكون vraiment indépendante elle sera pas vraiment biaisée من عند les données تاع les dev etc parce que ما تكونش la donnée تاعها biased donc c'est pour ça on a séparé l'équipe data donc فيها l'équipe data on a des data scientists des data analysts des data engineers bien sûr ils font aussi de l'IA un peu d'IA voilà بعد عندنا RH simple recrutement c'est-à-dire talent acquisitions formation et ce qui est administratif et la partie le dernier département c'est ce qu'on appelle le business excellence c'est beaucoup plus la partie relation ou la partie commerciale même relation avec ce qui est partenaire c'est-à-dire ce qui est fournisseur c'est-à-dire les relations avec les compagnies aériennes les relations avec les hôtels etc parce que ça c'est un métier à part entière voilà donc هذا هو à peu près l'organigramme de base et comme احنا برك هذه l'information برك comme احنا nous sommes une SPA bien sûr عندنا le conseil d'administration بعد عندك l'assemblée générale c'est la structure les structures stratégiques voilà. Alors on va prendre la question de Nehla. Nehla, tu peux enclencher ton micro si tu le peux. Nous ne sommes pas nombreux donc c'est dit l'opportunité. Merci Nehla. Bonjour Nehla. Bonjour à tous. Merci. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous êtes passé par un incubateur ou alors un programme d'accompagnement pour start-up? Non, on n'a pas passé par un programme d'incubateur. Non. En fait, on avait, comme on a lancé l'entreprise avec un peu d'expérience sur le professionnel. Surtout mon cofondateur, il avait déjà 15 ans d'expérience, etc. Donc, on était déjà prêt vraiment je crois, dans tous les aspects de gestion d'entreprise, on était déjà prêt pour lancer. Et puis, quand on a sur lequel on a un certain stade, même les programmes d'incubation, d'accélération, il n'était pas vraiment dans notre stade. Donc, on a dépassé la période. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu rejoindre un programme d'incubation ou bien d'accélération. Merci. Alors moi du coup, je rebondis sur une autre question qui avait été posée. Il est clair que dans un programme
d'accompagnement, on arrive à la question de la levée de fonds, très naturellement. Alors, pour vous, ça a été une évidence, et à quel stade? Et comment avez-vous géré justement ce virage sans accompagnement? Alors, donc, déjà, c'est une première en Algérie de lever ce montant-là en Algérie avec des investisseurs algériens, c'est une première. Donc, il n'y a pas vraiment un playbook. Même si, même s'il y a un programme d'incubation, c'est pas vraiment. On n'a pas encore vu de levée de fonds à ce stade-là, à ce niveau-là, en Algérie. Donc, on a essayé de. Donc, on a montré l'intérêt en novembre, en novembre 2025. On a dit voilà, donc on a besoin de lever des fonds pour atteindre certains objectifs. Donc, on a commencé avec l'objectif déjà. L'objectif, c'est quoi? C'était. Pardon, excusez-moi, c'est une des questions qui avait été posée. Comment l'avez-vous estimé? Exactement. Voilà. Donc, on commence toujours par pourquoi on veut lever. Déjà, l'entreprise, comme entreprise, on est rentable dès la première année. Donc, on est très rentable. Mais en novembre 2025, donc on a tracé toute la vision Tana 2028. Et la vision Tana, c'est quoi? C'était d'être la première licorne algérienne, c'est-à-dire une entreprise qui est valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Pour atteindre ce, donc on a essayé de quantifier l'objectif. Donc on est vraiment sur le ficelé l'objectif. Donc on s'est dit, OK, pour atteindre l'objectif, il faut minimum avoir 600 millions de dollars de chiffre d'affaires avec un multiple de 2 ou de 1, on atteindra les 1 milliard. Et comment on peut avoir 600 millions de dollars de chiffre d'affaires? C'est si on atteint par exemple si on atteint 10% de la taille du marché de la billetterie. D'ailleurs, la taille de marché la taille de la billetterie elle est autour de 5 milliards de dollars. Donc 10% maintenant, déjà on est dans les 500 millions, plus l'auxiliaries de l'ambiance qui flight, enfin hôtel, apartment, etc. Donc, si on atteint les 2%, certainement, donc, on sera valorisé à 10 milliards. Et 10%, c'est quoi en vrai? C'est quoi? C'est à peu près 3000 billets vendus par jour. Donc, c'est l'objectif. Donc, on a tracé l'objectif pour atteindre on a tracé l'objectif et on s'est dit, OK, d'ici 2028, on doit atteindre l'objectif. Maintenant, comment on va atteindre l'objectif si on fait quelques actions? Quelles sont les actions qu'on peut faire? Déjà, renforcer la tech pour supporter les 3000. De deux, on doit investir encore en ce qui concerne le marketing, communication, etc. Donc, on a fait ce qu'on appelle, on a bien identifié c'est quoi notre CAC, c'est le Customer Acquisition Cost. Combien ça va nous coûter pour acquérir un seul client. Donc, on a bien déterminé le KPI. Et maintenant, on s'est dit, voilà, si on investit ça, on aura ça. Donc le but, c'est d'avoir un investissement qui va financer les actions. Et aussi, combien on a besoin de combien de ressources en termes de recrutement, etc., pour atteindre l'objectif. Donc, la même chose. Donc, avec tout ça, avec tous ces éléments-là, donc on a construit tout un un financial model, c'est un business plan qui est très détaillé, qui explique tout ça, qui a un forecast bien précis, etc. Et maintenant, il y a à peu près on a besoin d'argent pour atteindre des objectifs. Donc maintenant on a vu, voilà, si on peut atteindre des objectifs avec ce forecast-là, on doit dépenser 600 millions de dinars, enfin, on doit avoir 600 millions de dinars en capital. Parce qu'en chiffre d'affaires, on fait beaucoup plus. On fait beaucoup plus. Mais on doit avoir ça en capital d'investissement, c'est-à-dire comme des OPEX et des CAPEX. Le modèle تاعنا يخرج باين, etc. On a besoin de ça pour arriver à cet objectif-là. Et maintenant on avait plein d'options. Donc on s'est dit, OK, comment on peut faire une augmentation de capital à 600 millions. Donc soit
on va essayer d'aller doucement, c'est-à-dire avec les résultats nets qu'on dégage cette année, chaque année, on va l'injecter en capital. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, pas beaucoup, mais ça va prendre un peu de temps. Ou là, essayer de lever des fonds. Enfin, deuxième option, c'était d'avoir des crédits bancaires. Mais ce n'était pas vraiment une bonne option. Et troisièmement, c'est de lever des fonds. Tellement on a décidé, OK, la meilleure option pour nous, c'est de lever des fonds. Et immédiatement on a commencé à travailler sur la valorisation de l'entreprise. Donc, on a fait toute une valo interne avant d'aller à un cabinet externe. Donc, on a fait notre valorisation, etc. Et maintenant on a approché le premier fonds d'investissement, les Qainar, c'était Telmarket. C'est pas vraiment un fonds, mais il fonctionne comme un fonds. J'ai rencontré l'autre fille, le patron de Tel. Enfin, on a présenté le business plan, on a présenté les chiffres de l'entreprise, et ça, il était étonné. Donc, il a décidé de nous accompagner pour la levée de fonds ADIA. Et maintenant, c'était lui, que lui. Donc, ils ont revu la valeur Tana, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle l'infomémo. C'est l'infomémo de l'entreprise. Et puis, donc, il a commencé à contacter les investisseurs, etc. Et au bout d'un mois à peu près, on a reçu 3 offres. Donc, on a choisi la meilleure offre, les Jetna. Bah, c'était très rapide. C'est-à-dire, il y avait une petite due diligence pour bien vérifier les chiffres, etc. Et puis, signature chez le notaire et injection du capital. On a fait l'augmentation de capital. Donc, c'était très fast forward, c'était très facile. Même moi, je ne m'attendais pas que ce soit aussi facile que ça. Mais juste pour dire que si on a vraiment une base solide, c'est pas quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, aussi, قبل la levée, donc on a fait une opération un peu historique pour l'Algérie. Donc, on a fait sortir la ASF. C'était vraiment le premier exit de la ASF avec à peu près 3,3 fois de retour sur investissement. On a 333% de retour sur investissement. Donc, on a racheté la ASF et puis on a fait l'augmentation de capital. D'accord. Voilà. Alors, excellent. Je vais en profiter un petit peu de cette question de levée de fonds, d'accompagnement, pour donner quelques minutes la parole à Salah. Oui, merci Najla. Donc, vous avez bien expliqué la question de levée de fonds. J'aimerais juste revenir à un point avant de celui de 5 millions de dollars en 2025-2026. Le premier, c'était avec l'ASF. Exact. Donc, et l'ASF, pour qu'elle finance un projet, il faut qu'il ait label startup. Ouais. Donc, est-ce que vous avez obtenu la label startup, ensuite vous avez commencé l'activité, ou bien vous avez déjà commencé l'activité, ensuite vous avez obtenu la label startup? Ça, c'est la première question. Ensuite, je vais enchaîner avec la deuxième liée à l'ASF. Oui, nous avons commencé vraiment l'activité Tana. On a eu beaucoup de traction, c'est-à-dire on avait beaucoup de bons chiffres, etc. Ben, on a postulé pour la belle startup. C'était vraiment Ça, après avoir beaucoup de chiffres. C'est-à-dire, pour être précis, donc on a fait plus de 80 millions à peu près de chiffre d'affaires avant de postuler. Et puis, donc, on a postulé. Oui. Et ça, ce qu'il faut faire pour les startups, par exemple. Là, on voit souvent que les startups, ils accélèrent pour obtenir la belle startup sans même pas de commencer l'activité. Ils vont perdre 1 ou 2 années son activité. Donc, les avantages fiscaux, ils vont 1 ou 2 années. Donc, le meilleur exemple, c'est ce que vous avez fait. Donc, moi, je commence l'activité, je réalise quelques chiffres. Ensuite, j'obtiens la belle startup pour bénéficier des avantages fiscaux. Et ensuite, ma deuxième question, c'est par rapport à la ASF. Ça a pris combien de temps pour que le fonds soit débloqué après avoir obtenu la belle startup et faire la demande de financement?
Alors, donc, notre passage avec l'ASF, il était un peu spécial parce que la première fois, on a été rejeté. Ils ont refusé notre candidature au début. Donc on a dû repostuler encore une fois. Et puis, puis ça a pris du temps, bien sûr, je comprends parce qu'il y a plein d'étapes sur le chemin. Donc ils ont reçu notre business plan et puis on a pitché et puis ils avaient avec la comité d'investissement, etc. Et puis, la partie, enfin, si tu as un avis favorable, quand la partie juridique, légale, etc., notaire, etc. Puis, maintenant, on parle de décaissement. Et sincèrement, ça a pris plusieurs mois, mais je pense que c'est des process internes qui prennent beaucoup de temps. Par contre, la deuxième levée d'année, c'était très rapide. C'était très, très rapide. Ouais, d'accord. Je vois bien. Et j'aimerais juste clarifier une petite par rapport au financement. Il y a toujours des gens, je vois qu'ils confondent entre les différents mécanismes de financement. Donc, par exemple, à l'ESA, on a un incubateur et on a aussi CDE. Donc, le Centre de développement d'entrepreneuriat, il y a une différence entre le financement qui vient de NASDA et grâce au Centre de développement d'entrepreneuriat et le de fonds qui vient, par exemple, de l'ASF pour une startup. Donc, pour le Centre de développement d'entrepreneuriat et le NASDA, lorsqu'on parle de Centre de développement d'entrepreneuriat, on parle de NASDA, puisque vous ne pouvez pas bénéficier d'un financement NASDA sans passer par le CDE, de faire une formation. Une fois que vous terminez la formation, vous travaillez comme vous avez fait, Thomas, donc sur le business plan, sur les objectifs de marché, et ainsi de suite. Une fois c'est validé par l'équipe NASDA, vous passez en CSVF, commission de validation et de financement de NASDA, pour obtenir le financement. Et le financement peut aller jusqu'à 10 millions, donc 1 milliard, et peut-être plus tard, jusqu'à 2027, peut-être il va aller jusqu'à 20 millions de dinars. Et le type de financement de NASDA, du point de vue finance, on parle de structure de capital. Donc, il vient en dette financière. Donc, c'est des passifs. C'est ça à peu près le premier type de financement dans le cadre de CDE, NASDA et ainsi de suite. Il y a un autre type de financement, c'est le cas de Vols aussi. Je crée un projet en tant que startup, j'obtiens un label startup, ensuite je dépose mon dossier auprès de l'ASF pour obtenir un financement qui peut aller de 20 millions jusqu'à peut-être 100 millions, tout dépend du projet. Mais la structure de capital ici est différente. Donc, au lieu d'être le financement de l'ASF, c'est pas comme Nasdaq, donc comme des dettes financières, mais ils vont avoir des pourcentages de participation dans le capital. Donc, ça peut aller de 10% jusqu'à 40%. Donc, je ne sais pas dans le cas de Vols, le pourcentage de participation a été combien. Mais généralement, ça se passe comme ça. Pour une période de temps, ça peut aller de 5 ans jusqu'à 7 ans. Tout dépend aussi si, par exemple, la startup, l'évolution de la startup a été très rapide et elle peut par exemple, changer le type de financement ou bien racheter les parts de l'ASF. Donc, tant mieux. Ensuite, avec l'extension de la startup, on a besoin aussi de financement, d'autres types de financement. On peut aller, par exemple, pour les business angels, comme on peut aller, par exemple, comme un autre type de financement qui est la bourse, comme le cas de Moustachir et Ayra. Et ce n'est pas le cas pour Vols. Vols a opté pour un autre type de financement après avoir exprimé le besoin d'extension de l'activité. Voilà à peu près la différence entre mécanismes de financement dans le cadre de NASDA et la CEF pour les startups. En fait, je veux juste rebondir sur la CEF. En fait, oui, en quelque sorte, ils vont prendre participation dans le capital. Par contre, le financement, ce n'est pas vraiment une levée, ce n'est pas vraiment une augmentation de capital. C'est une dette qui rentre dans ce qu'on appelle le compte courant des associés. C'est-à-dire c'est une dette envers des associés.
C'est-à-dire, certainement, à un certain moment dans l'entreprise, on pourra se transformer en capital. Enfin, le capital, mais au début, c'est une dette. Peut-être des associés. Voilà, c'est ce qu'on appelle le compte courant des associés. Écoutez, merci beaucoup. Nous passons à cette dernière partie, place à l'échange. Nous ne sommes pas très nombreux, donc à lever de main la personne qui veut prendre la parole. N'hésitez pas. Alors, écoutez, Alors, je vais je peux ajouter, en attendant, s'il y a d'autres questions, je peux ajouter un truc. Ah, bah oui, écoute. Supposons il y a parmi nous dans le webinaire des alumni qui ont déjà une idée de projet. Ils veulent la Il y en a lancer en plein. tant que start-up. Oui. Ils vont la lancer en tant que start-up, pas forcément avec la NASDAQ, parce que généralement, NASDAQ, c'est les micro-entreprises, des projets classiques, quel que soit service, ou bien artisanat, ou bien production. Supposons qu'ils veulent lancer une entreprise en tant que start-up. Donc, peut-être la procédure, ça prend du temps, comme il a expliqué notre intervenant. Donc, peut-être les procédures internes dans la ASF, ça prend un petit peu du temps. Il peut passer par la NASDAQ. Donc, il fait une formation de Centre de développement entrepreneuriat. Il obtient le financement de la part de NASDAQ. Il commence son activité. Ensuite, puisque c'est très scalable et il va utiliser des technologies avec la recherche et développement et tout, il va obtenir un label startup. Il peut obtenir aussi un autre financement de la ASF. Donc, il peut obtenir deux types de financement différents. Je vais me permettre donc de reprendre les questions-réponses et être la première à poser la question. Je rencontre ce matin Loël Jafar d'Emploitique et il applaudit haut et fort notre invité et Wolf. Et il me parle donc du phénomène Wolf. Donc je lui dis, ça tombe bien, c'est exactement comme ça qu'on avait appelé notre webinaire. Et il me dit, tu sais, il a des qualités humaines extraordinaires et c'est un vrai bûcheur. Donc, pour les plus jeunes présents à ce webinaire, il est le conseil travail, endurance pour faire justement cette entreprise. Le ACE, c'est un très très bon ami à moi. Donc pour le conseil, moi je crois vraiment je crois vraiment que le hard work pays off. C'est-à-dire si tu travailles vraiment dur, très très dur même, la finalité des choses, c'est très clair. Tu vas finir par réussir. Il y a pas vraiment, c'est pas vraiment de la magie il n'y a pas un secret. Si tu travailles dur, tu vas y arriver, certainement. Donc, je ne crois pas à tout ce qui est work-life balance ou la balance entre le travail, la famille, etc. Moi, je travaille every waking hour, c'est-à-dire je travaille 20 heures par jour. I can outwork everyone. Vraiment, on travaille très 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 dur chez Voz. Et je pense que c'est la qualité qui vraiment on arrivera là où on est en tout cas. Donc voilà, donc on est très très focus, on travaille très très dur, on passe des longues heures à bosser, donc peut-être plus de 20 heures. Donc au bureau, je suis toujours au bureau et les full. D'ailleurs, je vous invite à nous rendre visite. On a de très beaux bureaux sur Alger. Donc voilà, donc c'est vraiment le secret, À mon avis, on s'est un peu perdu pendant ce moment. Merci. Alors, une deuxième question un peu plus personnelle. Quelles sont tes inspirations, tes lectures, les choses que tu regardes autour, que tu lis autour de l'entrepreneuriat qui ont fait la différence? Il y en a plusieurs. Donc, moi, je suis un fan de lecture, donc je lis beaucoup. Et je suis un fan de tout ce qui est podcast, donc je consomme beaucoup de médias, beaucoup de contenu dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout. Il y a généralement trois personnes qui m'inspirent vraiment côté, côté entrepreneuriat. Donc, le premier, c'est un peu cliché, mais
mais c'est un vrai builder, c'est Elon Musk. C'est un vrai bosseur. C'est vrai, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais en ce qui concerne le travail, donc c'est un vrai bosseur. Ça, il travaille aussi 20 heures, 21 heures par jour. Donc le mec, il a vraiment changé le monde. Il a envoyé des missiles dans l'espace, donc il a fait pas mal de choses. Donc c'est grâce à lui qu'on connaît حاجة اسمها electric vehicle, c'est-à-dire les voitures électriques, c'est grâce à lui. Ouais. C'est grâce à lui qu'on connaît حاجة اسمها l'internet satellite. Donc vraiment c'est un c'est un vrai build. C'est quelqu'un qui a changé le monde. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Brian Chesky. C'est le fondateur de Airbnb. C'est vraiment c'est l'opposé de Elon Musk. C'est pas quelqu'un d'agressif. Parce que moi de nature je suis très agressif. Vraiment, le يعرفني très bien. Je suis très agressif. حار. نقولها له حار. Par contre, Brian Chesky c'est le contraire. C'est pas vraiment quelqu'un de très agressif, mais en même temps c'est un artiste. À la base c'est un designer, mais il a des concepts. Il a des approches, des concepts de l'entrepreneuriat très uniques. Récemment, donc, l'article dont je recommande l'article de Paul Graham qui s'appelle Founder Mode. Et il parle sur un mode de gestion d'entreprise qui est très différent. Au lieu de l'article, bon, je ne sais pas ce que on a le temps ou pas, mais l'article, donc au lieu de هو شي يقول لك احنا ce qu'on a appris قبل c'est-à-dire le fondateur il monte l'entreprise et puis à un certain moment son job est de recruter des seniors qui vont dans l'entreprise. Ils vont recruter de Harvard, de Stanford et tout. Et هذا واش دار هو à certaine époque, mais à un certain moment où il a vu que ça fonctionne pas, et c'est pas vraiment la bonne approche. Donc c'est pour ça il parle de founder mode, parce que quand le manager mode هذا اللي حكينا قبل. Le founder mode, c'est que le fondateur il sera vraiment dans le détail. Il n'a pas vraiment besoin de recruter les C-suites, c'est à eux enfin, il va déléguer vraiment les hommes. Donc le founder mode vraiment il compte dans les détails, presque du micromanagement. Sur certains c'est pas vraiment quelque chose de bien, mais lui il croit vraiment que c'est vraiment le secret de la réussite. Donc Ken a les deux personnes qui m'inspirent vraiment. Ah oui, troisième Tennessee cliché encore une fois, c'est Steve Jobs, parce que Steve Jobs c'est lui la base de la théorie Founder Mode. À la base c'était lui qui dans le détail, c'était lui qui vraiment genre les suit de près les aspects de l'entreprise, la finance, le design, le recrutement, vraiment tout. C'est-à-dire lui il a exécuté la théorie de Brian Chesky. Une dernière question et qui clôture très bien, merci Célia. Comment avez-vous trouvé le courage de croire en votre idée et de faire le premier pas vers l'entrepreneuriat? En résumé, que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Je me rappelle très bien le jour où j'ai déposé mon démission au Marriott. Donc il y avait le GM, c'est un Autrichien qui s'appelle Christian, il s'appelle Christian. جا هو مع la DRH تاعنا à l'époque. Et il m'a dit voilà, je veux comprendre pourquoi tu vas nous quitter, etc. Si tu as besoin de quelque chose, on pourra trouver un arrangement. Il pensait que c'est un problème de salaire ou bien de poste, etc. Mais je lui expliquais que voilà, c'était pas vraiment le problème, mais je voulais vraiment sortir de ma zone de confort et lancer quelque chose de la mienne. Il était étonné comment j'ai pris cette décision-là, mais croyez-moi, même moi, j'étais super stressé parce que je ne sais pas de ce que je vais faire. Par contre, à l'époque, j'étais jeune et je me suis dit une chose. Si ça ne marche pas, je peux tout simplement postuler dans un autre job
et je peux facilement trouver un autre job. Ça. C'est-à-dire, au final c'est assez simple que ça. Si ça ne marche pas, tu peux toujours trouver un autre taf. Il y a des opportunités un peu partout. Et si tu penses que tu es compétent, et tu vas toujours réussir. Donc هذاك le moment où بديت نهضر مع روحي, en fait, c'était super simple. Si je pars pour 1 an ou 2 ans ou quoi que ce soit et ça ne marche pas, ben, je vais revenir à ce poste-là et certainement ils vont m'accepter parce que je suis bien à ce que je fais. Donc, c'est ça mon message à tout le monde. Donc, voilà. Donc, certainement, essayer d'avoir un plan. Comme moi, j'avais un plan bien précis, etc. Mais dites-vous, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours trouver quelque chose. Voilà. C'est simple. Alors, désolée, là, on a 2 questions qui s'ajoutent. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de rester encore avec nous un petit moment pour répondre aux 2 questions. Très rapidement. Ouais. Ça va? On n'a pas abusé de votre temps. Très bien. Donc, Ça va. merci beaucoup. Alors, on va commencer par Alim Saad qui demande est-ce que Volt veut devenir un concurrent de Skyscanner and Booking sur le long terme? En fait, pardon, ouais. Pour Skyscanner, on n'est pas vraiment concurrent parce qu'on n'a pas le même modèle. Nous, Booking.com, ok, c'est la même chose, mais par contre, Skyscanner, c'est juste un comparateur qui t'envoie après, qui te redirige vers un autre site. Pour Booking.com, sur le long terme, oui, sur notre région et dans plusieurs pays, on peut facilement être un concurrent de Booking. D'ailleurs, ils sont un peu présents en Algérie, mais on est beaucoup plus grand que Booking.com en Algérie, donc aller de 1. Et je suis très convaincu qu'on pourra faire la même chose ailleurs, en Tunisie, au Sénégal, au Côte d'Ivoire. On peut faire vraiment la même chose ailleurs. Et je suis convaincu qu'on pourra vraiment atteindre un certain niveau et on pourra être considéré comme concurrent de Booking. Et pour la deuxième question, tenter de rejoindre Y Combinator. Oh, oui, bien sûr. ici, c'est la référence. Donc, on rêvait toujours de rejoindre Y Combinator. Donc, on a essayé avec Hassan, mais certains, ils vont jamais comprendre ce qu'on est en train de faire. Ils vont jamais, comment on peut livrer un billet d'avion pour encaisser en cash. Ils vont jamais comprendre ça. Il faut être vraiment soit algérien ou bien t'as vécu un peu en Algérie pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Ils vont jamais comprendre ça. Mais ça pourrait être aussi donc la suite pour l'Afrique, parce que c'est un peu le titre de notre webinaire. Exactement. L'Afrique comprend ce phénomène. Exactement. Et comme les gens, les grands géants, etc., ou Combinator, ou bien même Booking, etc., ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on est en train de faire, dites-vous qu'il y a plus de 60 pays dans le monde qui souffrent exactement des mêmes problématiques qu'en Algérie. Donc, on peut dupliquer exactement le même modèle ailleurs, en Tunisie, ou en Amérique latine, ou en Afrique, etc. Et ils vont jamais... Pardon? Et vous êtes dessus? Et vous êtes dessus? Ouais. On a déjà une présence ailleurs, mais on n'a pas encore... on parlera plus loin. Et voilà. Pardon? On vous réinvitera donc pour parler d'Afrique. Inch'Allah. Donc, on est déjà présent ailleurs, mais on n'a pas encore communiqué jusqu'à ce que vraiment on finalise ce qu'on est en train de faire. Voilà. Merveilleux. Alors, une dernière question de la part de Rawen, c'est ça? Rawen, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, alors, bonsoir à tous. Merci pour Abdelhadi pour votre intervention. Alors, moi, ma question, on repose toujours sur les débuts, vu que c'est vraiment le moment le plus. C'est une des étapes les plus importantes. Donc, ma question est simple. Au lancement de Volt, comment avez-vous gagné la confiance de vos premiers clients et même de vos partenaires? Parce que vous étiez jeune, vous aviez quand même une forme d'expérience, mais elle n'avait pas une relation directe, je dirais, avec votre activité là d'aujourd'hui. Donc, ma question est comment vendre, comment faire en sorte que la personne en face vous fasse confiance? Merci.
Très bien. Très, très, très bonne question. Merci, Rowan. Donc, pour ce qui est partenaire, comme j'ai déjà dit, tous les partenaires les خدمنا معاهم par la suite, c'était nos clients de l'agence de marketing. Donc, ils ont vu comme les résultats qu'on a déjà fait pour eux. Donc, on gérait comme la partie ads, marketing, social media, etc. Ils ont vu vraiment les résultats. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance pour les partenaires. Pour les clients, donc je peux faire un cours sur ça. Donc, on a fait pas mal d'actions. Je ne sais pas, est-ce que tu remarques, Rawan, dans notre logo, Vols, le haut, il y a 2 points. Pour toi, pourquoi on a fait ça? C'est Oui. juste pour montrer qu'on est une multinationale qui vient s'installer en Algérie. On est des Allemands ou bien on vient de quelque part, donc on vient de s'installer en Algérie, donc on est grand, etc. Et c'est pas fait nos comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'être un peu différent. Et en même temps, donc on a fait pas mal d'actions. Par contre, par exemple, donc le client il paye pas jusqu'à ce qu'il vérifie sur la plateforme de la compagnie aérienne que son billet est confirmé. Donc, il rentre sur le site de la compagnie, qatarairways.com ou bien airfrance.fr. Il met la référence de son billet, il met son nom de famille, il fait je vais le rechercher, il met un billet confirmé, etc. Le site de la compagnie, il paye le livreur. Donc, on a fait pas mal d'actions. C'était très dur au début, mais par la suite, donc, alhamdoulilah, on est très très connu. On est vraiment l'acteur numéro 1 dans le domaine, que ce soit en offline ou en online. C'est-à-dire vraiment, on est très très grand. Voilà, donc c'était pas facile, mais on a su gérer ça. Est-ce qu'il y a Alors, moyen de poser une deuxième question rapidement? Vu ouais, qu'il y a des fois, de temps en temps, il y a des annulations ou des vols qui... Enfin, voilà, il y a plein d'aléas qui font que. Comment vous gérez justement ces moments de crise? il n'y a pas d'annulation. Le vol, le billet, il est émis. C'est juste parfois la compagnie a annulé le vol quand même, mais c'est-à-dire le client, il doit soit être remboursé ou bien il modifie son billet d'avion. Donc, toute la partie after sales, c'est-à-dire après-vente, c'est une partie très, 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 très difficile. Donc, on reçoit plus de 7000 ou 5000 appels par jour. On reçoit des centaines de tickets de modification, etc. Donc, cette la partie, c'est très, 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 très difficile à gérer. C'est-à-dire, déjà, حاجة مليحة هذه اللي تخلينا vraiment à l'aise sur le marché. C'est-à-dire, on est certain que même qu'on a un autre géant, un autre concurrent sur le marché, il va vraiment galérer pour gérer la partie après-vente. Donc, nous, comment on a fait, Rawan? Donc, on a essayé d'automatiser quand même la partie après-vente. Et comme nous sommes une entreprise technologique, donc la tech, elle est in-house. Donc, on a tout un système derrière, c'est-à-dire en back, les mettre au fond. C'est un queuing system, des sockets où il les agents, et puis il y a tout un système, il y a toute une automatisation derrière pour gérer le flux de after sales. Et malgré tout ça, on n'est pas parfait. On a vraiment le taux de satisfaction de 100%, de 99%. On travaille toujours dessus, on déploie beaucoup de ressources technologiques, on recrute beaucoup parce que le recrutement, ça joue un rôle. Avec la gestion de la croissance, il y a مليحة en termes de succès, etc. Mais pour gérer la croissance, c'est très très difficile. Parce qu'à chaque fois que tu as un plateau où tu penses vraiment, par exemple, je recrute 100 agents. Pour toi, les 100 agents, c'est bon. Le plateau, ils peuvent gérer le flux. Le mois d'après, le flux il augmente, il double, le triple, etc. Et comme la croissance elle est exponentielle, donc ça ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment très difficile à gérer. Et c'est pour ça que j'ai recruté pas mal de personnes très très seniors
très très seniors, que ce soit dans le domaine qui ont travaillé à l'étranger, etc., pour nous aider à bien structurer ça. Et Mazal, il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je redonne un dernier mot, mais très court, à Salah Eddine pour parler un petit peu de notre CDE. Et Merci beaucoup. أنا واش حبيت نقول لهم les alumni, dans le cadre de CDE, vous n'allez pas utiliser votre argent. ما عندكمش على واش تخافوا. Foncez, faites un projet, vous allez travailler avec l'argent de Nasdaq. Il y a des dispositifs qui sont disponibles. Pourquoi sont disponibles? C'est pour ça, c'est pour vous encourager à faire de l'entrepreneuriat, à devenir des entrepreneurs. Si ça marche, tant mieux pour vous. Vous pouvez utiliser par la suite votre argent. Si ça ne marche pas, c'est une expérience et passer à une autre idée, et ainsi de suite. C'est ça. Abdelhadi, un dernier mot pour nos alumni et les étudiants ainsi que les invités. Encore une fois, merci beaucoup Nesla, merci Salah Eddine, merci pour l'invitation. Donc pour Kamel, la remercie pour d'être présent. Et voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite, Inch'Allah, le parcours. Voilà, merci. Merci. Alors, nous arrivons à... N'hésitez pas à télécharger l'application, bien sûr. N'hésitez pas à télécharger. Moi, je te remercie pour ta disponibilité, la transparence et la richesse de ton témoignage. Je suis personnellement cliente. J'ai voyagé récemment avec Wolf. Ça nous a permis effectivement cette session de webinaire de gagner en fierté, de voir une belle aventure entrepreneuriale algérienne, une vision, des choix parfois difficiles, des petites stratégies, y compris sur le logo, une grande capacité d'adaptation, mais également beaucoup de persévérance. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui pour leur participation, leurs questions et l'intérêt. À travers cette série de webinaires, encore une fois, les alumni souhaitent mettre en lumière les parcours, les belles expertises, les initiatives de nos alumni. Rappelons que Volt a cofondateur ESA Alumni. Et tout ça, c'est fait pour créer un espace de transmission, d'apprentissage et de partage d'expériences. Restons connectés à Volt en téléchargeant l'application, mais aussi aux alumni. Merci encore Mohamed Abdelhadi, Mehdi pour ce beau partage. Merci à tous et donc à très bientôt. Un nouveau rendez-vous ESA sûrement la semaine prochaine, donc restons connectés. Merci. Merci.